Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver ce mercredi soir. C'est Late et Smart. Durant une heure, nous allons, comme chaque soir, tenter de mieux comprendre l'actualité du moment. Sujet ambitieux ce soir, vous allez voir. On va parler des années folles. L'expression Roaring Twenties, c'est l'équivalent en anglais, enfin, en tout cas historiquement parlant. C'est le retour des années folles. C'est un thème qui commençait à monter depuis la fin décembre par rapport à la perspective d'une fin de pandémie qui verrait une période de forte expansion, de fortes dépenses, dans la qualité de vie. Bref, l'allusion aux années folles. Et en même temps, ces dernières heures, le FMI a révisé à la hausse ses prévisions de croissance pour 2021, sauf en Europe. D'où la question ce soir, est-ce que c'est bientôt les années folles? Sauf chez nous. Et puis dans la deuxième moitié de l'émission, on s'intéressera, là encore, à une proposition originale. C'était ce matin à Davos en virtuel, au Forum économique mondial, le président de la Corée du Sud, figurez-vous, ça a retenu mon attention, pas que la mienne. Il y a eu un petit papier dans le FT, c'est là où je l'ai vu. Je n'ai pas regardé son intervention en direct. Il propose que les entreprises qui ont profité de la crise, partagent leurs profits directement via des incitations, probablement fiscales, avec les entreprises qui, précisément, ont été les plus atteintes par la dite crise. C'est un schéma politique qui, semble-t-il, est en discussion au Parlement en Corée du Sud, que le chef de l'État sud-coréen souhaite mettre en avant. Je poserai la question à mes invités, est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que, plus traditionnellement en politique économique, on dit que ça doit passer par l'État et le phénomène de redistribution. On s'interrogera s'il y a un moyen de faire un petit peu différemment, acte de solidarité inter-entreprise. Mes invités ce soir à ma droite, Véronique Riche-Flores, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste indépendante, tête de votre structure qui s'appelle RF Research. Jérôme Dédéian, bonsoir. Bonsoir Guillaume. Vous êtes entrepreneur, vous êtes le fondateur du groupe RS, spécialiste dans l'épargne salariale et actuellement président de Mon Partenaire Patrimoine. Merci à tous les deux d'être à mes côtés. Tout de suite, notre petite question apéritif. La thématique est la même que hier et avant-hier, vous allez voir pour l'apéritif. Je le disais, une fois n'est pas coutume, le thème, la thématique de la petite question impérative du début d'émission, elle-même depuis le début de la semaine, les vaccins. Il faut dire que l'actualité est riche en la matière. Derniers épisodes en date à commenter, donc à analyser, sur lesquels réagir, madame, monsieur. Regardez, c'était une interview au Figaro. Donc cette annonce, avec laquelle hier soir on s'est couché ou ce matin on s'est réveillé, selon laquelle cette annonce du directeur général de Sanofi, le Britannique Paul Hudson, qui a annoncé que son laboratoire commencerait à mettre en flacon en juillet le produit de Pfizer et BioNTech dans son usine de Francfort. Donc voilà, Sanofi qui va donc produire au-delà de 100 millions de doses pour, en tout cas sur le second semestre 2021, produire le produit de son concurrent. Et c'est pas la seule actualité qui rebondit quasiment toutes les heures. Hier, on évoquait le coup de gueule de la Commission européenne contre le laboratoire anglo-suédois AstraZeneca qui, semble-t-il, ne livrait pas les doses promises. Le laboratoire réagit en la personne de son PDG, Pascal Soriot. Alors le laboratoire n'est pas français et le PDG est français. Sur Sanofi, c'est un laboratoire français avec un PDG anglais. Mais voilà, ça c'est l'Europe, c'est la mondialisation, c'est normal. Donc le patron d'AstraZeneca qui renvoie Bruxelles dans ses buts, entre guillemets, en disant c'est pas de notre faute à nous, c'est la faute de Bruxelles qui a été plus lente à faire passer les commandes, etc. Donc c'est normal qu'on serve les Britanniques avant, qui ont réagi bien plus rapidement. Alors on savait qu'on vivait dans un monde un petit peu fou quand même depuis quelques mois, depuis quelques semaines, à plein d'égards, a fortiori sur les questions de vaccins et de pharmacie. Que vous inspire l'un et l'autre cette espèce d'une part, ce truc assez incroyable d'un géant de la pharmacie qui va produire le produit de son concurrent, et d'autre part, un client et un fournisseur qui s'engueulent sur la place publique, et pas n'importe quel client, l'Union européenne, pas n'importe quel fournisseur, un géant de la pharmacie. Véronique. Première réaction d'abord, c'est un rappel de l'enjeu autour de ces vaccinations, qui est absolument essentiel. On voit bien d'ailleurs que quand on parle avec les économistes, les stratégistes, avec tout un tas de les chefs d'entreprise, il y a une seule politique économique, c'est la vaccination cette année. Voilà. Bon, donc l'enjeu est là. Après, effectivement, les besoins sont de toute façon là, qui est un mouvement de solidarité entre les entreprises, effectivement, du secteur pour fournir cette demande. Me semble plutôt bienvenue. Ça va peut-être assurer aussi sur la capacité de Sanofi à participer
participer à ce processus parce que c'est quand même une grande frustration, effectivement, de ne pas avoir. Ils ont toujours leur filière. Autant Institut Pasteur a abandonné, mais Sanofi est en retard, mais n'a pas abandonné. Et son patron le répète, le redit dans cette interview. Voilà. Après, si je veux faire du politiquement incorrect, je veux dire, c'est dommage que ce soit à Francfort qu'on aille produire ces doses supplémentaires. Non, voilà, je pense qu'effectivement, tout le monde sera rassuré si on arrive à garantir la capacité de produire et de fournir les besoins qui sont partout très importants. Juillet, c'est un peu loin néanmoins par rapport à l'impératif. Apparemment, c'est compliqué de changer les lignes de production avec ce qu'on a l'air de dire, ce qu'on peut comprendre. Ce qui est assez paradoxal parce qu'en fait, la production ou la formule vaccinale a surpris tout le monde. Elle a été découverte beaucoup plus rapidement et validée beaucoup plus rapidement que ce qu'on pensait. Mais on n'avait pas imaginé. Le processus industriel de production et finalement, que le bas blesse. Compliqué. Bon, mais enfin, l'essentiel, c'est que les choses se mettent en route et puis effectivement qu'on arrive à rassurer aussi les populations sur ce processus. Voilà. Sur la supposée opacité des relations, des contrats entre laboratoires et clients, en l'espèce l'Union européenne, Jérôme, et qu'avec ces espèces de règlements de compte par voie de presse interposée. Bon, sur ce sujet-là, c'est un sujet de gestion de la pénurie. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, chacun essaye de tirer la couverture à lui en passant les commandes pour être capable de vacciner le plus vite possible sa population. Et en fait, à toutes les échelles, c'est le système D. Donc c'est le système D entre l'Union européenne ou les États membres de l'Union européenne et les contrats de fourniture en disant tu m'en mets, je vais être prioritaire, oui mais t'as commandé après les Anglais, après les Américains, après les Chinois, ce que tu veux. C'est aussi le système D au niveau local français, puisqu'il y a des centres de vaccination qui ont été montés par des municipalités, j'ai un exemple là où j'habite, qui a été dimensionné à la demande du ministère de la Santé et du préfet, après revalidation pour une capacité de 1300. Et il apprend après coup, après avoir monté tout ça, mobilisé des ressources médicales et tout, qu'il a 400 doses par jour. Et du coup, on se fournit en allant chercher dans les hôpitaux alentours qui, eux, ont plus de livraisons par l'État que de gens ou de capacité à injecter. Et donc, vous avez des camionnettes qui essayent, pendant les fameux 5 jours où quand ça sort du supercongélateur, c'est encore valide, de se grouiller. Et puis, vous avez le gouvernement qui dit qu'il faut faire 6 doses dans un flacon qui est prévu pour 5. Enfin, voilà. Donc, c'est système dégénéralisé. Et jusqu'à ce qu'on ait escaladé industriellement ces capacités de production, qui est tout l'enjeu de ce partenariat entre Pfizer et Sanofi, eh ben, on va être dans ce jeu-là, à coup d'effets de com', d'annonces, pour essayer de cette course au vaccin, entre guillemets, et à la fourniture du vaccin. Est-ce que c'est une bonne... Oui, pardon. Alors, je voudrais aussi rebondir sur l'enjeu industriel. En fait, ce partenariat est très, très emblématique des évolutions que la pharmacie a connues au cours des dernières années. On avait l'habitude d'avoir des big pharma, comme on dit, qui avaient leur R&D et qui poussaient des molécules dans le pipeline, comme on dit, et puis ça tombait où ça allait faire sa preuve de concept, puis ça passait toutes les preuves jusqu'à l'autorisation de mise sur le marché, et puis quand vraiment c'était tombé dans le domaine public, elle passait la fabrication à des sous-traitants pour faire des génériques. Voilà. Ça, c'est le monde d'avant, entre guillemets, de la Big Pharma. Le monde nouveau, mais il ne date pas de la crise, il date de bien avant, c'est qu'en fait, il y a tellement de pistes possibles, notamment avec l'introduction de la génétique et des formulations complexes, que finalement, vous êtes obligé d'être très mobile en R&D, et vous avez plein de biotech, donc c'est du capital risque pur, c'est-à-dire que vous pouvez mettre des milliards dans une biotech, et puis si elle ne trouve rien, et c'est perdu. Et donc, c'est du capital risque, qui est financé, que les Big Pharma n'avaient pas forcément les moyens de financer, notamment avec la pression réglementaire sur l'accessibilité de leurs vaccins, l'inversement dans le domaine générique qui fait qu'elles ne pouvaient pas traire les vaches des molécules qui fonctionnaient aussi longtemps qu'elles auraient voulu pour financer leur modèle économique de R&D. Et donc, en fait, ces partenariats biotech, Big Pharma sont essentiels et ça marche ou ça ne marche pas. Il y a du rachat et là, il y a du partenariat industriel parce que entre développer une molécule et avoir l'autorisation de mettre sur le marché, et la produire de façon fiable à l'échelle industrielle, c'est deux savoir-faire complètement différents. Et donc il y a bien besoin de la réunion de la R&D. D'ailleurs, on voit bien que ce n'est pas Pfizer qui a trouvé le vaccin, c'est une biotech allemande, avec les deux Turcs à leur tête, chercheurs turcs à leur tête. Et donc il y a bien la R&D et ensuite l'escalade industrielle, et c'est finalement pas les mêmes investissements, pas les mêmes savoir-faire. Ce type de partenariat est indispensable. Oui, est-ce qu'on peut préciser, je lisais ça avec intérêt ce matin, je fais un commentaire à propos du Pasteur bashing et du Sanofi bashing qui sont soit dans les choux, soit très en retard, c'est que ce qu'on apprend
scientifiquement avec une filière qui ne marche pas est aussi très important, en fait, par rapport à la suite dans ce type de technologie ou dans d'autres. Et donc, c'est jamais perdu pour la science. Et l'exemple de Sanofi qu'on donne, sans être trop long, qui évidemment continue sa filière de R&D sur les sujets, si on a mutation des coronavirus et qu'on doit apprendre à vivre avec pendant des dizaines d'années, voire à l'échelle humaine, et notamment des échanges internationaux sans jamais vraiment s'en débarrasser, on aura besoin de continuer à avoir une R&D extraordinairement active. Et exactement comme on adapte le vaccin de la grippe tous les ans, la grippe classique, parce que le virus mute, on va avoir besoin d'une filière de vaccins contre les coronavirus au sens large et les différents variants qui peuvent se développer pendant 10, 20, 30 ans, 50 ans maintenant, jusqu'à ce qu'on réussisse à les éradiquer complètement, comme on l'a fait avec la polio. Voilà. Et donc là, on est effectivement, le trop tard sera globalement pas forcément trop tard si on parle de quelque chose de long terme. Allez, tout de suite, on va s'intéresser aux années folles. En histoire du XXe siècle, la période qui a suivi la Première Guerre mondiale, chez nous on appelle ça les années folles, dans l'univers anglo-saxon on appelle ça les Roaring Twenties, les années 20 rugissantes. C'est une thématique qui revient à la mode, qui est revenue à la mode notamment aux États-Unis, enfin en tout cas dans le thème lui-même, selon lequel effectivement à la fin de la pandémie on vivrait une période comme après la Seconde Guerre mondiale, après un choc extérieur très fort de rebond massif, notamment de dépenses, de joie de vivre, etc. C'est ce thème des Roaring Twenties, donc de nos années folles, qui est évoqué. J'ai retracé un petit peu depuis quand on en parle, depuis décembre. Il y a une étude d'économistes à UCLA qui est dans le Los Angeles Times, se faisait écho le 9 décembre. Voilà, get ready for another Roaring Twenties, nous prédisent les économistes de UCLA. Ça a été repris par le Wall Street Journal quelques jours après, début janvier. De nouvelles années 20 rugissantes à l'occasion effectivement d'une tribune. La semaine dernière, l'hebdomadaire The Economist faisait sa une là-dessus, voilà, alors, notamment en insistant sur un envol. Vous voyez le dessin d'une fusée, un envol de l'innovation, les Roaring Twenties, point d'interrogation, vers une nouvelle ère de l'innovation. Et pendant ce temps-là, depuis, regardez ce papier ce matin dans les Échos, c'était les chiffres d'hier, le FMI revoit à la hausse ses prévisions de croissance, donc effectivement on est cohérent avec un retour des années folles, sauf pour l'Europe. Et là, on se dit, zut alors, on va avoir des retours des années folles, sauf chez nous. Véronique, par rapport à ce parallèle que je fais entre effectivement cette thématique du retour des années folles et la révision à la baisse de la croissance en 2021 pour l'Europe par le FMI, alors que le reste du monde, c'est plutôt une révision à la hausse. Alors, là, je rajoute, je mets en face deux thématiques un petit peu différentes, mais pas complètement. On peut évoquer les deux sujets séparément. Déjà sur l'hypothèse d'un retour des années folles, sous-entendu, à partir de 2022, fin de la pandémie, très forte expansion dans le monde, notre monde voilà, occidental. Est-ce que ça voilà... De là à parler d'années folles possibles, vous iriez jusque-là ? En général, ça se conclut, en général, ces analyses par bull market. Okay. Alors, le bull market, on l'a déjà. Là, pour le coup, le bull market qui prévoit les années folles. Hein. Et à mon avis, c'est bien une bonne partie du problème et des difficultés qu'on est, en tout cas que j'ai pour ma part, à envisager effectivement ce retour de la croissance fantastique. D'abord, le point de départ, qui est quand même bien loin de cette image des années folles, et toutes les interrogations qui planent autour de la sortie. Dans un environnement qui va être certainement compliqué, où effectivement les gouvernements semblent avoir épongé à peu près l'intégralité du choc et en mesure d'aller plus loin, avec l'aide bien évidemment cruciale des banquiers centraux. Oui, on aura de la croissance. On aura sans doute une croissance assez forte. C'est mécanique. Vous n'avez pas une récession qui ne soit pas suivie d'un effet de rattrapage. Si on prend l'exemple de la Chine... L'idée, c'est que ça aille au-delà du simple rattrapage. Voilà, Oui, mais alors, ce que nous dit pas le scénario du FMI. Le scénario du FMI, il a été révisé à la hausse, essentiellement parce qu'il y a eu un petit peu d'ajout au niveau des politiques de soutien budgétaire, effectivement. C'est pour ça que je disais que je faisais un petit peu raccourci en mettant les deux thèmes en face à face. Parce qu'il a un petit peu plus de données sur la fin de l'année 2020 et que celle-ci nous donne un profil qui fait que même si on fait quasiment rien en 2021, on aura des taux de croissance faramineux. Typiquement, la Chine, on connaît maintenant la fin de l'année 2020. Si vous faites 0 de croissance
en Chine en 2021, la Chine pourra afficher du 6%. Ça s'appelle les effets d'acquis statistiques. Donc finalement, les autorités chinoises peuvent nous brandir un 8% qui fait pâlir d'envie le reste du monde, mais pour arriver à 8%, cela dit, pour la ce serait Chine, une croissance très médiocre en réalité au cours de chacun des trimestres à venir. Donc il y a cette réalité statistique et je pense qu'avant de se satisfaire et de brandir la satisfaction des chiffres des prévisionnistes, il faut connaître cette réalité. Aux États-Unis, vous aurez probablement sans problème, si l'épidémie, si on arrive à maîtriser l'épidémie et que l'activité redémarre et récupère ce qu'on a en partie perdu, vous aurez facilement 5 à 6% de croissance. Je dirais même que 5 à 6% de croissance, c'est sans prendre en considération des plans de relance qui vont être actionnés par la nouvelle équipe au pouvoir. D'accord, mais pas en zone euro d'après le FMI. Ce 5 à 6, c'est pas en zone euro. On n'a pas les mêmes programmes de soutien à l'activité. On parle de 700 milliards ou 750 contre 7000 ou voilà. Pour les États-Unis. La moitié du plan de soutien, de ce plan de relance en zone euro, c'est de la dette finalement ou du financement. Les vrais plans d'investissement, etc., sont quand même extrêmement réduits. C'est rien du tout en réalité face au choc. C'est beaucoup, parce qu'on parle en dizaines de milliards, c'est rien du tout en termes de pourcentage de PIB. Du PIB, tout simplement, et y compris dans la décomposition du programme. On voit du côté américain un programme qui est un vrai appelons les choses telles elles sont, un vrai programme keynésien d'investissement considérable. Alors, le dernier paquet, il n'est pas encore voté. Et aidé par la partie environnementale qui donne un côté schumpeterien de destruction créatrice à l'ensemble. Donc ça convainc tous les économistes, etc. Et ça donne envie. Très clairement, si l'Europe pouvait se doter d'un programme comme celui-là, on serait un peu plus, sans doute, rassuré, le FMI aussi. C'est pas le cas. L'autre problème, c'est qu'effectivement, on a beau avoir des beaux programmes, au bout d'un moment, on se heurte à des difficultés politiques. C'est typiquement les inquiétudes qu'on a au sujet de la capacité de la nouvelle équipe Biden à mettre en place ne serait-ce que son plan anti-Covid de 1 900 milliards de dollars, parce que ça passe pas et que la majorité est et ric-rac. Autrement dit, entre ce qu'il y a sur le papier et la réalité, pour l'instant, la crise sanitaire est en train de siphonner. Si on passe les 1 900 milliards de dollars, ça fera 5 000 milliards de dollars qui ont déjà été mobilisés pour faire face à cette crise. Donc, et sans effet sur la croissance, puisqu'on a juste bouché des trous, en fait. Donc, enfin, un petit peu plus dans le cas des États-Unis, ce qui pose d'autres questions, d'ailleurs, sur l'utilisation de ces fonds publics comme aubaine auprès des Américains, puisqu'en moyenne, le pouvoir d'achat des Américains s'est enflé, ce qui fait que l'épargne a littéralement explosé. Alors, pour arriver à ce scénario-là, il faudrait effectivement être très convaincu que tout ce que nous annoncent les politiques soit mis en place assez rapidement, qu'on ait un effet de levier de la part des entreprises, de l'investissement privé, parce que les programmes de relance, c'est pas fait pour que l'État investisse ad vitam aeternam dans l'économie, c'est fait pour créer une stimulation et que les entreprises enchaînent avec un cycle positif d'investissement. Oui. Vous avez en face probablement à la sortie de crise des entreprises qui seront surendettées, au point que d'ailleurs le FMI fait les calculs lui-même en essayant d'estimer quels seraient les effets multiplicateurs, ces fameux multiplicateurs d'investissement, bien connus qu'on a tous étudiés dans nos cours, entre des entreprises saines et des entreprises surendettées. Et vous voyez que dans le premier cas, c'est positif, dans le deuxième cas, c'est négatif. C'est même pas moins positif, c'est négatif. Et pourquoi c'est négatif, effectivement? Parce que sans doute, je n'ai pas toutes les histoires du FMI, mais parce qu'effectivement se pose la question de la capacité du système post-crise à faire face à une remontée des taux d'intérêt qui fera forcément partie du programme si on a une quelconque prétention de relever le potentiel de croissance. En économie, vous avez une règle, c'est la convergence des rendements entre l'économie réelle et le rendement du capital. À un moment donné, si on arrive à améliorer les perspectives de croissance structurelle, ça se paiera par des taux supplémentaires qui convergeront in fine sur le long terme. Et toute la question étant de savoir si au point où on en est du développement de la bulle financière extraordinaire qui était justifiée pour beaucoup ces dernières années par le bas niveau des taux d'intérêt, ce qu'on peut supporter en termes de remontée des taux d'intérêt. Donc vous voyez qu'avant
basculer dans l'optimisme Et l'enthousiasme débridé. Voilà, moi je suis plutôt prudent. Les freins, en tout cas la prudence et attendre effectivement de voir un peu mieux. Mais je crois que on risque d'avoir bien des déconvenues avant d'envisager que les choses s'améliorent véritablement. Vous venez de nous expliquer toutes les bonnes raisons d'être prudente. Vous rappeliez effectivement que vous parliez de plan de relance européen. Non seulement, effectivement, là, il y a un papier dans le Financial Times aujourd'hui, ou hier soir, je ne sais plus, en l'occurrence c'est notre ministre à nous, qui dit que le plan de relance européen, il est trop lent et trop compliqué. Il faut quand même rappeler qu'il n'y a pas un euro qui a été dépensé dans le plan de relance, ces fameux 150 milliards de juillet dernier. Ça n'a toujours pas été décidé au sens, il faut que tous les pays proposent à la Commission les projets qu'ils ont envie de mettre dans la SAIN, et que pour l'instant, ça doit aller jusqu'en avril, et après, à partir du début peut-être du deuxième semestre, on commencera à avoir, voilà, c'est ça qui est trop lent, alors que voilà, si c'est voté aux États-Unis, c'est pas sûr d'être voté, mais si c'est voté, c'est immédiat. Ouais. Est-ce que vous voyez plus d'indicateurs, peut-être au-delà de 18 mois, sur l'idée d'un enthousiasme qui aille au-delà du simple rebond du PIB qui était évoqué par Véronique au début de son propos? Moi, je voudrais rajouter deux choses à ce qu'a dit Véronique, tout à fait complémentaires. Premièrement, le rebond du taux de croissance nominale qu'on prévoit, en fait, il ne dit pas où est la croissance potentielle une fois que ça a rebondi. Et si elle est en dessous de la courbe qu'on avait avant, on se retrouve avec un niveau d'activité globale qui est moins élevé, avec toute la casse qu'on attend, qu'on n'a pas encore vue, compte tenu des mesures de soutien à la trésorerie des entreprises qui font qu'il y en a qui ne sont pas encore tombées alors qu'elles auraient dû tomber, et puis il y en a d'autres qui ont encore une trésorerie pléthorique mais dont on sait qu'elles sont dans des secteurs d'activité qui ne repartiront pas, parce que c'est très difficile de savoir à quel moment du cycle on est en termes de sélectivité sectorielle, quand on est gestionnaire d'actifs. C'est extraordinaire. Est-ce que je continue à investir dans la tech parce qu'il n'y a que ça de vrai et c'est les seuls qui survivront, ou est-ce qu'on a une rotation sectorielle qui a démarré sur les marchés il y a quelques mois ou quelques semaines, et oui, c'était en novembre, au moment de l'annonce du vaccin. Interrompu dans l'œuf, on est revenu sur les small et mid cap, mais est-ce que ça va durer? Enfin voilà, tout ça est très compliqué à discerner, et donc il y a vraiment un enjeu de niveau de croissance potentielle qu'on retrouve après le rebond, derrière le rebond mécanique du taux de croissance nominal. Ça, c'est essentiel comme effet statistique. La deuxième chose, c'est l'enjeu de comportement des consommateurs. Ça, bien malin, qui peut dire quel sera le profil de la consommation et le comportement des consommateurs dans le monde d'après, si on veut, ou une fois que, on va dire, l'immunité collective étant à peu près atteinte, on peut recommencer à vivre librement, à sortir de chez soi et à commercer et à se promener pour toute raison de son choix, privé ou professionnel. C'est ça, on est au cœur du truc, comportement des consommateurs. Exactement. Quand on parle d'année folle ou de Roaring 20, c'est ça. Ce que j'aime bien avec l'analogie avec les années 20, c'est qu'il y a plein de similitudes. Il y a une similitude qui est que finalement les Roaring 20, en fait, elles ont commencé fin 1921, pour la faire courte, et non pas au début 1920, parce qu'on était encore en plein choc de récession au début des années 20, et c'est venu que dans le courant de la décennie. Il y a énormément de choses qui sont très proches et analogiques. Une des raisons du rebond dans les années 20, il y a beaucoup de diffusion massive de technologies qui étaient déjà dans les cartons les années auparavant. On peut parler, c'est facile à comprendre, le téléphone, la radio, la généralisation du moteur à explosion et l'électrification grâce au moteur à explosion des ateliers, qui donnent de la productivité, avec des gains de productivité considérables. Alors nous, on a plein de facteurs technologiques qu'on a vu arriver. On voit arriver le télétravail, on voit arriver la télémédecine, on voit arriver toutes ces choses-là. Mais est-ce que le potentiel de productivité de ces technologies-là est équivalent à celui qu'ont permis les technologies qui se sont développées au début du XXe siècle et qui ont été déployées notamment pendant les années 20? Moi, je ne suis pas sûr. En tout cas, c'est une question qu'on peut poser légitimement, parce que ça veut dire qu'on peut avoir un rebond et puis en fait, on peut se rendre compte que les gains de productivité potentiels ne permettent pas de retrouver le chemin de la croissance qu'on avait avant la crise sanitaire. Ça, c'est vraiment un enjeu qui me semble fondamental. Et puis, il y a un dernier point, je parlais du comportement des consommateurs. On voit bien, années 20, c'est génial, on a les art déco, on a l'émancipation d'un certain nombre de populations, de minorités, les femmes qui vont mieux. C'est très contrasté, parce qu'il y avait à la fois des pogroms et des minorités qui avaient plus de voix, notamment culturelles. Et donc, c'est un peu une médaille à double face, les années 20 là-dessus. Mais on voit bien qu'il va y avoir, évidemment, une aspiration à consommer, une aspiration à vivre de nouveau des plaisirs de la vie quotidienne, plus de liberté, de se rencontrer, etc. Mais est-ce que les gens reprendront pour autant l'avion pour aller à Pétaouchnok passer leurs vacances en redressant complètement l'industrie du tourisme? Est-ce que le tourisme d'affaires va revenir? Est-ce que les hôtels remplis pour raisons professionnelles seront aussi remplis après qu'avant? Moi, je ne suis pas sûr du tout. Et donc, il va y avoir un enjeu de sélectivité sectorielle
sur ce qui va vraiment rebondir. On voit bien quand on déconfine, ça rebondit. Hein. Les boutiques se remplissent, etc. Mais pas toutes les boutiques. On a vu les restaurants se remplir, mais les stores de livraison à domicile, le mouvement des chefs qui ont commencé à faire des choses qui peuvent vous livrer chez vous avec les instructions de réchauffage. Est-ce que les gens vont pas cocooner plus qu'avant et aller moins au restaurant, même s'ils utilisent les services des restaurateurs, hein. Et tout ça, ces changements d'habitude de consommation, moi j'adorerais évidemment avoir une boule de cristal pour pouvoir les décrypter à l'avance, parce qu'on deviendrait tous immensément riches, parce qu'on saurait exactement où allouer nos actifs, quoi. Voilà. Et puis il y a un dernier point que Véronique a évoqué, qui évidemment me parle beaucoup en tant que professionnel de l'épargne, qui est l'extraordinaire épargne abondante et surabondante et la surépargne, notamment sur les comptes courants et les livrets qui ne rapportent rien et qui ne s'investissent pas des ménages, c'est particulièrement vrai en France. Savoir si, quand ça déconfine et quand on retrouve une vie normale, si on retrouve une vie normale, est-ce que ça part dans la consommation ? Ou est-ce qu'on arrive à la recycler en épargne longue pour notamment renforcer les fonds propres de nos boîtes qui sont considérablement endettés ? Elles sont rentrées dans cette crise avec beaucoup plus d'endettement. Les acteurs privés, ménages et entreprises sont rentrés dans cette crise. Je parle évidemment sous le contrôle verdict parce que c'est elle l'économiste, mais avec beaucoup plus d'endettement qu'avant la crise de Lehman. Hein, voilà. Et donc, on a un problème de capacité de rebond si on n'arrive pas à flécher cette épargne directement dans les boîtes qui en ont besoin pour relancer l'investissement et faire en sorte que toutes ces mutations et les gains de productivité soient réellement obtenus pour retrouver cette croissance potentielle. Et ça, c'est vraiment un problème de comportement des épargnants. Et qu'est-ce qu'ils vont consommer ? Il y en aura, hein. Ils vont consommer des choses. Pas la peine de débloquer l'assurance vie ou l'épargne salariale, comme l'a stupidement dit l'ordre des experts comptables. Je vais me faire des amis, j'y ai des amis, mais c'est pas possible, parce que, un, ça marche pas, et deux, l'épargne qui va relancer la conso, elle est sur les comptes courants et sur les livrets. C'est pas la peine d'aller chercher l'épargne longue qui a le mérite d'être au moins en partie investie en actions déjà. Donc, en revanche, capacité à flécher vers l'investissement des entreprises pour essayer de retrouver ces gains de productivité qui nous donnent la croissance potentielle, ça c'est une vraie inconnue. Et voilà. C'est la clé. C'est la clé. Vous êtes très inconnu, il y a plein d'inconnus évidemment, il y a toutes les bonnes raisons que vous avez très bien expliquées d'être très prudent. Je voudrais qu'on remontre la une de The Economist, c'est pas un hasard, il y a une fusée et puis effectivement ils disent Towards the New Era of Innovation. Est-ce que, alors ici, parce qu'effectivement, par rapport à l'espèce de rêve, et si le retour, donc on voit tous les jours, hein, de l'industrie spatiale au premier plan, la conquête spatiale, alors là c'est tous les jours. Si on regarde SpaceX, si on regarde Blue Origin qui est juste derrière, si on regarde Virgin, on a les trains Hyperloop, on a on n'exclut pas des sauts en matière d'informatique quantique. À brève échéance, on a évidemment la révolution de l'intelligence artificielle. Et si tout ça faisait, c'est un peu l'espèce de propos du journal, en l'occurrence, et si tout ça faisait que on avait une bonne surprise justement par rapport à une nouvelle étape d'innovation qui est pas l'innovation au sens l'innovation des années 2010, c'est TikTok, quoi. Ok, mais c'est l'innovation de comportement, mais c'est pas de l'innovation de rupture. Ça ne crée pas une industrie derrière, ça chamboule pas, ça chamboule la vie des jeunes, mais ça chamboule pas l'organisation de l'économie. Des innovations de ce type-là, le spatial, le quantique, l'intelligence artificielle. Et voilà, c'est un peu le propos du journal, c'est dire ici finalement, il allait se passer des trucs qui sont pas encore dans les modèles, mais qui faisaient que tout ça allait s'accélérer et entraîner une nouvelle dynamique. Alors c'est wishful thinking. Hein, alors, il faut le souhaiter. Oui. Il faut le souhaiter parce qu'on a besoin de ces innovations de rupture pour retrouver une productivité qui nous permette justement de retrouver cette croissance potentielle. Ça, c'est évident. Et est-ce que ces innovations vont se diffuser suffisamment? Est-ce qu'elles sont suffisamment puissantes pour donner cette tendance-là? Il faut le souhaiter parce qu'on va en avoir cruellement besoin. Vous connaissez la boutade de Jeff Bezos avec Blue Origin. Il dit les gens ont peur que les robots les remplacent, mais ça tombe bien, j'ai besoin dans les 20 ans qui viennent, j'ai besoin de 100 millions d'astronautes. Bon. Alors, on aime le bonhomme ou on ne l'aime pas, mais la boutade nous dit quelque chose. Elle est outrancière, etc. Mais elle nous dit quelque chose de notre besoin de repartir à la conquête de quelque chose qui donne, qui redonne de l'activité économique et peut-être dans des secteurs qui vont être profondément modifié. Dans tout ce que vous évoquez, c'est beaucoup de technologies, d'informatique, de calcul, etc., d'intelligence artificielle. Non, il n'y a pas que. Il y a un enjeu environnemental. On parlait de médecine tout à l'heure. Il y a l'enjeu environnemental qui est essentiel. Prenons un exemple simple. Moi, j'accompagne beaucoup une boîte que j'aime beaucoup, qui est la boîte de François Gabard, le marin, qui s'appelle Merconcept, qui est plus qu'une écurie de course au large. Hein. Il est en train de se développer, parce qu'il dépose des brevets, il a des technologies, il est en train d'essayer de transférer, ce qu'il appelle le transfert maritime, c'est-à-dire de transférer un certain nombre de trouvailles, de R&D qu'ils ont sur la course au large, au monde maritime, transport maritime, de passagers, de fret, etc. Et donc, tous ces enjeux-là sont des enjeux essentiels, parce que si ça peut faire baisser, d'abord, libérer des investissements massifs
Ça, c'est très important. Deuxièmement, baisser le coût du fret et l'empreinte et les coûts induits, donc les effets de bord de la façon dont on produit et dont on transporte et dont on consomme aujourd'hui. Il y a peut-être une nouvelle ère qui s'ouvre. Et il y a un autre point, et je ne veux pas être trop long, qui me semble très important, c'est aussi l'unité on va dire l'unité de la nation mondiale. Je m'explique. On est dans un monde qui est un monde qui commence à vraiment se cartéliser, à se morceler. Il y a des tentatives de repli sur soi, de protectionnisme. Il y a énormément de sentiments d'appartenance en commun qui s'est un peu évaporé. Ça se voit aux États-Unis. C'est particulièrement vrai. Je crois qu'en tant que citoyen français, on s'en rend compte très bien. Pas très différent chez nous. On voit une élévation quand même. La croissance et la mondialisation ont permis une élévation du niveau de vie global, mais avec des inégalités. Donc on nous pointe du doigt les inégalités, elles sont de moins en moins acceptables. Moi j'ai tendance à penser qu'il faut plutôt regarder le verre à moitié plein et dire élévation du niveau de vie mondial grâce à tout ça. Mais quand même, il y a des mouvements, une tectonique de rupture qui est très importante. Et il va falloir retrouver une façon d'avoir un projet commun. Et faire en sorte de régler ces problèmes d'inégalité ou de perception perçue ou réelle. Voilà. Et si on n'y arrive pas, on a une petite chance pour que le repli sur soi nous plante cette reprise. Et ça, c'est quelque chose qui va falloir vraiment surveiller de très très près dans les années qui viennent, parce que si on se retrouve avec une démondialisation mal maîtrisée, avec une tectonique des plates dans différentes géographies où il y a des conflits locaux, etc., on peut se retrouver avec un nouveau repli sur soi du consommateur, avec un nouveau repli sur soi des investissements, et rater complètement cette capacité d'investissement que vous appelez de vos voeux, très justement, à la fois. Non, moi je vous pose des questions. Après, vous le rappeliez tout à l'heure, d'ailleurs, les années folles, ça ne concernait pas tout le monde, évidemment. Ça concernait l'élite. De fait, la classe populaire de l'époque était quand même globalement beaucoup dans les campagnes. Ils ne l'ont pas tellement vu. Oui, Voilà. Le niveau de vie d'ensemble a quand même beaucoup progressé. Après, le problème, c'est que ça s'est mal fini. Mais la décennie suivante, en tout cas, en fin de la décennie. Alors, c'est une raison qui est très importante, c'est la tolérance des États les uns vis-à-vis des autres. On parle du découplage franco-allemand, de l'angoisse du découplage franco-allemand compte tenu du fait qu'on ne réforme pas nos dépenses publiques. Donc à un moment, peut-être que si on siffle la fin de la partie, on va se retrouver en difficulté sur notre dette et voilà. Et ça c'est un des trucs qui a planté la reprise des années 20 et qui a créé l'horreur des années 30 et les années 40. C'est que, en fait, les États-Unis avaient exigé qu'il y ait moralisation complète des dettes de la France et de l'Angleterre notamment, en sortie du premier conflit mondial, et que du coup, ce qu'ont fait l'Angleterre et la France, si mes souvenirs d'histoire sont bons, c'est qu'ils ont dit d'accord, on rembourse, mais du coup, ils ont ajusté les dommages de guerre aux Allemands pour être capables de rembourser leurs dettes. Donc on a surprélevé sur les Allemands, et ça a créé la défiance et la haine des Allemands pour leurs voisins. Avec les conséquences qu'on connaît. Une des conséquences de l'escalade totalitaire et du deuxième conflit mondial. Donc toutes ces choses-là, sur la maîtrise de la dette, là je vais laisser Véronique en parler parce que c'est évidemment elle la spécialiste de ça, mais on a bien un enjeu de comment on sort de cette dette publique, si on en sort, et à quel rythme, et sans casser les liens entre nations qui me semble essentiel. Sur ce point précis, et puis le point de Jérôme aussi juste avant, c'est-à-dire qu'il dit que, attention, est-ce que des questions politiques, géopolitiques, repli sur soi, conflit, etc., pourraient casser aussi cette hypothétique reprise Oui, Véronique, qu'en pensez-vous ? Bien évidemment, ce qu'on voit, c'est que ces fissures sont profondes, et tant qu'on n'arrivera pas à retrouver un environnement, à mon avis, de meilleure distribution de la valeur ajoutée et de réduction des inégalités, on sera face à des problèmes sociaux grandissants, des conflits politiques nationaux qui forcément, on le sait bien, rejaillissent sur les voisins et donc sur cet environnement mondial. Sans parler du vis-à-vis sino-américain, donc d'une extrême violence quand même, et qui semble quand même très loin d'être terminé, mais qui est dans la force des choses, me semble-t-il, est assez logique compte tenu du point de désarroi face auquel on est et des enjeux structurels, effectivement, notamment entre les États-Unis et la Chine. Alors je dis notamment, j'aimerais bien pouvoir dire et l'Europe, mais bon, on est pour l'instant absent dans tout ça. On est plutôt spectateur, c'est pas forcément rassurant non plus. Mais alors, puis il y a une autre composante dans cette histoire,
savoir là, c'est que au sortir des guerres, rappelez-vous, sauf dans les pays qui ont été effectivement sous contrainte, on a eu des baby-booms. Je ne suis pas du tout certaine, et assez certaine du contraire d'ailleurs, qu'au lendemain de cette pandémie, on ait un baby-boom. Parce que tout simplement, nos populations sont beaucoup plus vieilles et sont beaucoup moins à l'âge de procréer, et parce que, et fort heureusement, cette pandémie n'a pas été suffisamment létale, si on peut dire, et que donc ça, effectivement, ça ne crée pas les mêmes réactions. On ne peut pas faire une comparaison avec la Première Guerre mondiale, Exactement. qu'on évoquait tout à l'heure par rapport à composante démographique, elle est très très importante pour comprendre également ces années folles. Alors, c'est naturellement pas que la composante démographique, mais ça ajoute un sacré, ou ça forme un sacré distinguo avec une population vieillissante qui est plutôt réfractaire à l'innovation et aux nouvelles technologies, qui est plutôt rattaché à son épargne, à la préservation des générations qui viennent également, qui pour l'instant semblent plutôt moins bien servies que leurs prédécesseurs. Et donc, j'ai l'impression qu'avant, qu'on puisse tourner la page et aller de l'avant, moi, fondamentalement, vous savez, j'ai l'impression que tant que la génération des baby-boomers ne sera pas sérieusement réduite en masse, c'est-à-dire en structure, et qu'elle aura une moindre influence dans la politique et les rouages de l'économie, on aura du mal à aller de l'avant. C'est ma lecture. Alors, une lecture qui est par ailleurs compliquée ou rendue d'autant plus prudente que moi, je ne suis jamais confortable quand je suis sur une cocotte minute. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes sur une cocotte minute sur les marchés financiers, quels qu'ils soient, et que ça ne me donne pas... Quand vous essayez de dresser des scénarios, vous voyez bien que vous butez constamment, parce que si on a effectivement des années folles, on aura un crack sur les taux d'intérêt, sans doute, vraisemblablement, ça paraît le plus logique. Et donc, probablement... Il y a un siècle, on n'a pas une économie aussi interdépendante et aussi financiarisée. C'est ce que aussi... Exactement. Qui est le résultat du régime de croissance et du modèle de croissance qui a été le nôtre depuis le milieu des années 90, quand on a eu cette explosion de l'épargne mondiale, effectivement, et tout ce qui s'en est suivi au niveau des marchés financiers, etc. Et donc, cette situation-là, pour moi, est une limite considérable. Allez, on aura d'autres occasions, puisqu'on est qu'en début de décennie, de reparler du scénario des années 20, des années folles, un siècle plus tard. Restez avec nous, on marque une courte pause, on se retrouve dans un instant. Retour dans Late et Smart, ravi de vous retrouver. On va parler de politique des entreprises, de partage du profit entre entreprises. Ce matin, lors du forum virtuel de Davos, le président de la Corée du Sud a fait une présentation et j'ai retenu au travers en regardant ce qu'on avait retenu le Financial Times ce matin, regardez ce résumé, cette dépêche, dans ces résumés de Davos, le partage du profit à la sud-coréenne pour être un modèle pour le monde, dit son président Moon Jae-in. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit « Mon administration et les parlementaires travaillent sur un système de partage du profit dans lequel le gouvernement mettrait en place des incitations, alors il ne précise pas, on imagine qu'ils peuvent être fiscales, pour que les entreprises qui ont prospéré durant la pandémie partagent leurs profits avec leurs pairs les plus atteints. » Il faut encore un peu de sagesse dans la discussion politique, ce qu'il évoque, il dit wisdom, pour y arriver dans le détail, mais ce type d'initiative pourrait devenir une référence des politiques inclusives pour, dans le futur, traverser d'autres pandémies tous ensemble. Ça a attiré mon attention, c'est original. A priori, c'est l'État, via la politique budgétaire, qui est censé un petit peu, et politique fiscale, qui est censé faire ça, c'est-à-dire la redistribution de la réelle. Et ce qui est intéressant, c'est que la Corée du Sud est en train de devenir une référence à plein d'égards. Dans les années 70-80, c'était une référence en matière de chantier naval. Après, c'était dans l'électronique, Samsung, LG, les téléviseurs, les smartphones. Dans le soft power aussi, Palme d'Or à Cannes dans le cinéma, la K-pop dans le monde entier. Référence en matière de politique sanitaire. C'est un des pays qui a le mieux géré la crise de la Covid-19. Maintenant, référence, un des pays qui a le mieux géré quand même. Jusqu'au décembre dernier. Oui, voilà. Ils sont quand même très mieux que nous. Donc oui, même si c'est un rapport pris, ils sont en train de durcir parce qu'ils ont été rattrapés par la mondialisation. Oui, c'est plus zéro, mais ça reste quand même effectivement
rien du tout, enfin très peu en termes de décès par rapport à nous. Et donc voilà, c'est intéressant. Est-ce que, et puis par ailleurs aujourd'hui, il y avait un papier dans les Échos dans la coopérative C'est qui le patron, vous savez, dans l'alimentaire, le lait notamment, etc., qui vient d'annoncer que l'ensemble des bénéfices 2021 seraient reversés à un fonds d'aide aux producteurs et commerçants en difficulté. Alors c'est une coopérative, donc c'est un petit peu différent. Ça vous inspire quoi, Véronique, cette idée de directement, plutôt que passer par le budget de l'État pour ensuite redistribuer, proposer des initiatives pour que des entreprises aident d'autres entreprises, il y a plusieurs notamment éléments. ceux qui en ont profité vis-à-vis de ceux qui ont souffert. D'abord parce qu'on comprend tous que l'action de l'État a été les actions des États ont été absolument inédites et exceptionnelles et que ça ne sera pas reproductible ou maintenable dans la durée. Donc, effectivement, il faut se projeter sur un autre modèle. Alors, le modèle le plus traditionnel, assez classique, c'est il y a quand même eu des effets d'aubaine dans cette crise, des entreprises qui sont beaucoup mieux sorties que d'autres. Bien sûr, notamment et donc, les États vont aller chercher, que ce soit les entreprises ou les particuliers, d'ailleurs, dans ces poches de revenus, et ça veut dire une remontée des impôts. Là, voilà. oui. Et donc ça, tout le monde le voit venir. Et les plus grosses entreprises qui ont profité plutôt de cette crise le voient venir un peu plus rapidement que les autres. Et donc, effectivement, je pense, peuvent être également pleines d'inventivité pour dévier la chose et la menace. Donc, après, il y a également le fait que le monde des entreprises, c'est un monde complexe et d'interrelations, d'interdépendance. Et on ne peut pas imaginer qu'on retourne à un fonctionnement normal et productif, etc. Si on a quelques entreprises qui se portent comme des charmes au milieu d'un cimetière dans d'autres entreprises, en particulier dans le tertiaire, qui, on le sait, toutes ces entreprises ont beaucoup souffert. Et donc, il y a logiquement, je pense, pour les chefs d'entreprise, un souci de voir une amélioration généralisée et pourquoi pas, effectivement, des aides directes, des soutiens. Le grand danger de cela, c'est pour ça précisément que l'État, en général, joue ce rôle, tant bien que mal, c'est qu'effectivement, une entreprise va probablement aller financer, aider des entreprises qui sont prometteuses, qui ont effectivement un intérêt ou dans son écosystème, ça peut être ses fournisseurs, ses clients. Ah oui, tout à fait. Et que ça risque de créer des distorsions, in fine, assez importantes. Donc, voilà, pourquoi pas, mais ne soyons pas naïfs. Je pense qu'il va y avoir des changements et ces changements seront nécessaires dans la sphère des impôts et de l'organisation de la fiscalité dans nos économies et que les entreprises privées interfèrent plus ou moins directement est sans doute une bonne chose. Ça ne pourra probablement pas se substituer à l'action publique. Alors, peut-être pas à la place, peut-être à côté. En plus, vous réagissez comment, Jérôme? C'est intéressant parce qu'on assiste quand même, et c'est terrifiant pour quelqu'un qui croit aux vertus de l'économie de marché redistributrice, mais à l'économie de marché, comme moi, on assiste à une étatisation de l'économie extraordinaire avec les soutiens de l'État. Et donc, on se retrouve finalement avec des entreprises qui sont dépendantes du soutien de l'État, en tout cas des pans entiers de l'économie. Et si on veut les rendre au marché, il va falloir trouver une solution pour les rendre au marché. Ça semble évident et je ne pense pas que faire un énorme call-cause possédé publiquement soit une bonne idée. Que ce soit avec des outils aussi fabuleux que la BPI ou pas, ça ne marche pas. Bon. Et donc, tout ce qu'on peut dériver comme initiative, et c'est le cas de cette initiative en discussion au Parlement sud-coréen, qui permet de faire au marché une partie de cette restructuration des entreprises en difficulté, dans les secteurs en difficulté, me semble bon à prendre, parce que c'est toujours ça qui se développe et qui ne passe pas par l'effet d'agence de l'État. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que cette initiative-là, elle vient au milieu d'un plan de relance sud-coréen, qui est beaucoup plus large que ça, qui est considérable, avec des aides aux ménages, des aides aux entreprises pour maintenir l'emploi là où il est menacé, avec un certain nombre de choses qui vont avec, et qui permettent quand même de faire une relance d'ensemble et plutôt massive du pays, qui a fini par être rattrapé par la crise sanitaire. Il était montré en exemple pour sa bonne gestion, mais ça y est, les écoles sont confinées à Séoul, travail à distance, les restaurants ferment à 21h, on n'a plus le droit de se réunir à plus de 25, enfin ça y est, ils préparent la population à des durcissements, parce qu'ils ont été rattrapés par la pandémie, tout simplement, quand elle a gagné les villes. C'est très intéressant, c'est dans les villes que ça se passe. Tant que ça restait des clusters isolés dans la campagne, ils maîtrisaient, avec leur système tracé, isolé, testé, tracé, isolé, mais ça a atteint ses limites, comme
nous tous, comme tous les pays qui essayent de lutter contre cette pandémie. Donc ça c'est intéressant. Après, il y a plein d'initiatives de base franco-française qui sont bien. D'abord, il y a la responsabilité du chef d'entreprise. Là, je vais faire un tout petit peu de microéconomie. Quand vous êtes un chef d'entreprise et que vous avez la chance d'aller bien, je pense que c'est de votre responsabilité de faire en sorte que votre écosystème, vous ne soyez pas un poids pour lui. Et donc, je vous donne un exemple idiot de ce qu'a fait la présidente de la Cour d'Orgère, la boîte de confiture dont je suis actionnaire, là, que j'aide à se développer. Ce qu'on a fait, puisqu'on avait la chance d'avoir eu accès au PGE de façon massive et qu'on avait une trésorerie qui était plutôt en bonne situation, c'est qu'on a donné des instructions à la compta pour payer nos fournisseurs rubis sur l'ongle en accélérant les délais. Et on est allé, comme on achète beaucoup de production de fruits locales, on a nos fraises à Plougastel, on a nos kiwis en Bretagne aussi, ça marche très bien le kiwi en Bretagne, le climat est parfait, etc. On a, comme ils avaient du mal à récolter, etc., on a essayé de leur trouver des systèmes de récolte et on s'est engagé à prix fixe à acheter leur production tant qu'ils pouvaient nous en fournir pour faire tourner notre production et pour qu'ils aient du float pour être capables de trouver les saisonniers qu'on n'arrivait pas à trouver pendant le premier confinement pour ramasser les fruits, etc. Donc ça, c'est la responsabilité des chefs d'entreprise et il faut que tous ceux qui peuvent le fassent absolument. Parce qu'il y a un intérêt direct. Mais leur survie dépend de la survie de leurs fournisseurs. Moi, si j'ai plus mes producteurs locaux de fruits de bonne qualité, comment je fais pour produire les confitures que j'ai envie de vendre pour que mon modèle économique se déploie? Ça marche pas. Voilà. Donc c'est un exemple très concret. Il y a un autre truc très important dans la réglementation. Et ça, c'est plus parce que vous étiez plus gros que des plus petits, que vous avez vu des PGE. Là, ce qui suggère notre ami sud-coréen, c'est les entreprises qui ont profité, je sais pas, n'importe quoi, dans le numérique, par exemple, des sites internet qui ont cartonné pour effectivement un restaurateur. Enfin, bon, alors là, je ne sais pas ce qu'il a en tête. Je préfère l'incitation fiscale à le faire que la taxe. C'est quand même plus malin. Parce qu'il faut laisser l'écosystème se développer. C'est comme ça qu'on renforce un pan industriel, un pôle industriel avec les interactions entre les entreprises, fournisseurs, clients, fabricants, etc. L'autre point, c'est qu'on a en réglementation française un truc qu'on avait introduit dans la première loi Macron. En 2015, qui est le prêt interentreprise, qui a été considérablement assoupli dans la loi Pacte. On va réussir à revenir dessus. Donc aujourd'hui, n'importe quelle forme juridique d'activité, pas seulement les sociétés anonymes ou les SARL, peuvent consentir des prêts à leur écosystème jusqu'à 3 ans. Donc c'est du prêt de court moyen terme, entre guillemets. Et vous pouvez le faire à partir du moment où vous avez un lien de dépendance économique avéré, soit d'une filiale commune, soit vous êtes client ou fournisseur. Et les deux seules contraintes qu'on a, c'est qu'il faut que les comptes de la société prêteuse soient audités par un commissaire aux comptes. On a allégé un peu les contraintes de commissariat aux comptes. C'est un peu contradictoire, mais voilà. Et c'est une convention réglementée qui doit être validée par les actionnaires à l'Assemblée générale. Mais c'est typiquement des mécanismes sur lesquels il manque un tout petit incitant fiscal pour que les boîtes qui peuvent y aillent. Et c'est très complémentaire au financement bancaire, qui va être très compliqué à trouver. Et voilà. Et une entreprise qui veut consentir un prêt interentreprise, elle va forcément le faire avec son discernement sur les capacités de survie. Donc on est sûr que ça n'ira pas financer les entreprises zombies. Donc c'est exactement. Oui, l'idée c'est que ça puisse être un plus du terrain, plus proche du terrain que éventuellement l'administration, plus efficace et forcément en complément. Il ne s'agit pas d'arrêter la budgétaire. J'ai mon écosystème, j'ai des moyens. Je ne vais pas prêter à une entreprise dont je pense qu'elle n'est pas viable, qui est dans mon écosystème. Et donc ça permet de régler ce problème du discernement de quelles sont les entreprises qu'on va sauver et celles qu'on ne va pas sauver. Et si on confie ça à l'État, on est cuit. Ce n'est pas le sous-préfet à la relance qui va faire ça. Après la crise qu'on vient de traverser, que fait-on des entreprises zombies ou qu'effectivement on va considérer non viables, et elles risquent d'être nombreuses et de représenter de grands pans de certains secteurs. On les sauve, on les aide, on efface les dettes. Qu'est-ce qu'on fait de ça et comment on renouvelle le tissu industriel s'il s'agit de secteurs, effectivement, je pense à un certain nombre d'activités du tourisme. Est-ce qu'on va retrouver un volant d'activités touristiques tel que celui qu'on avait et qui s'était en croissance très très forte avant la crise? Moi, j'en doute beaucoup et je pense que ça risque d'être très très long. Mais et donc, il y a des dégâts et des entreprises qu'on ne pourra pas mais est-ce que c'est pas un peu tôt, Véronique, pour savoir les entreprises qui sont zombies ou pas zombies, sous-entendu, est-ce qu'elles ont un modèle pérenne Non, mais c'est tôt. Enfin, sauf si elles l'étaient déjà avant. Dans le contexte de financement inter-entreprise, on voit bien que les entreprises, de toute façon, qui vont être... c'est pour ça que Jérôme parle du discernement et qui ont déjà eu du PGE et qui sont surendettées, celles-là, elles vont rester sur le bas-côté. Et c'est là que la fonction publique est importante pour trouver au moins des réponses fonction publique, moi, si c'est l'État, est-ce qu'on préfère que l'État continue à les subventionner
à fond perdu ou est-ce qu'on préfère laisser... De toute façon, il va s'arrêter. C'est horrible à dire, hein. C'est vraiment terrible ce que je vais dire. Mais est-ce qu'on préfère laisser l'économie de marché jouer et laisser les investisseurs décider de ramasser à la casse des boîtes qui sont tombées parce qu'ils font le pari que leur secteur va rebondir, que le modèle économique peut être, si on remet des fonds propres. Et donc c'est terrible à dire pour les entrepreneurs qui dirigent ces boîtes, qui sont victimes de cette crise, qui n'y peuvent rien. Quand vous êtes hôtelier aujourd'hui, vous êtes fermé, ou quasiment vous avez un taux de remplissage... une destruction de valeur. C'est pas de votre faute. Considérable. Et c'est là où l'arbitrage est très subtil entre qu'est-ce que je continue à soutenir pour éviter que tout tombe et qu'est-ce que je laisse à la prédation naturelle du marché, passez-moi le mot est un peu dur, mais qui permet d'être sûr que les investisseurs vont prendre le risque et pas la collectivité. Sauf qu'il y aura toujours des hôtels, a priori, quand même, sauf s'ils sont particulièrement bien sûr, mais avec quel taux de remplissage, combien de tourisme d'affaires, enfin voilà, il faut reparier sur le modèle économique, etc. Est-ce que les gens vont pas modifier leurs usages? Est-ce que le télétravail va pas faire qu'il y a de nouvelles formes d'hébergement, mix travail, hébergement, loisirs, qui vont se développer et qui sont très différentes d'un hôtel de tourisme d'affaires et de tourisme tout court actuel? Tout ça, c'est des nouveaux modèles qu'il faut laisser émerger, mais c'est compliqué de dire. Très rapidement. Il y a juste un dernier point que je voudrais évoquer, qui est un point sur lequel je n'ai jamais compris, parce qu'on en parle depuis des années, pourquoi on n'a pas affronté le sujet de la TVA interentreprise. Voilà, vous voyez comment ça marche. On dépense des millions, 1,5 million de journées hommes par mois, paraît-il, en France. C'est ça l'estimation de la Cour des comptes. Voilà. Pour collecter de la TVA, puis la reverser dans la chaîne de trucs pour que finalement elle soit payée par le consommateur final. Alors il y a un problème de trésor pour l'État, parce que c'est une vingtaine de milliards de flotte pour l'État. Mais comme il y a 10 milliards de fraudes qu'on pourrait éviter si on arrêtait ces systèmes de TVA interentreprise, finalement, plus les coûts de gestion par l'État des contrôles qu'on peut alléger, finalement, c'est pas si important que ça. Et à une époque où on peut s'endetter pour pas cher en dette publique, peut-être que c'est le moment d'essayer de régler ce problème. Moi, j'ai jamais compris où ça coinçait. Plutôt qu'encaisser, décaisser, essayer que ça soit plus simple. Est-ce que c'est l'inertie de l'administration? Est-ce qu'il y a un autre enjeu que j'ai pas vu? Je comprends pas, mais ce serait 20 milliards de trésors qu'on peut remettre dans les boîtes, finalement, à coût, me semble-t-il, extrêmement modéré pour les finances publiques et probablement avec des gains de productivité pour ces dernières. Et donc, je ne comprends pas pourquoi on n'active pas ce sujet-là. Il y a eu faudra faire un débat. Une proposition de loi qui a été débattue il y a quelques années et qui est tombée. On a promis qu'on regarderait le sujet pour le faire mûrir, pour le faire truc. C'est pas revenu. Je comprends pas. Bon, je ne suis pas capable de vous répondre. Très rapidement, Véronique, vous suggériez tout à l'heure qu'à un moment donné, il y aurait forcément une taxation supplémentaire, notamment sur ceux qui en ont profité, justement, les opportunistes de la crise, souvent leurs corps défendants d'ailleurs, il ne s'agit pas de leur jeter la pierre. Ce n'est pas du tout annoncé, ce n'est pas dans les programmes, à part peut-être aux États-Unis, mais on croit assez peu que ça pourrait aller très loin, la surtaxe des entreprises, compte tenu de la majorité étroite au Congrès. Vous pensez quand même que globalement, qu'une surtaxe, vous parlez d'une surtaxe possible et exceptionnelle, ou que durablement, effectivement, le secteur numérique, le secteur des grosses entreprises qui vont bien, pourrait être se réveiller un jour avec sans lancer un nouveau débat. Mais voilà, non, je ne lance pas un nouveau débat. Si vous voulez, moi, j'ai toujours ce souci d'essayer de trouver quelque chose de cohérent et d'aller jusqu'au bout des raisonnements. Je ne peux pas imaginer qu'on achetait une partie de l'histoire, celle de l'implication des gouvernements dans les politiques de relance, d'investissement public, d'aide, etc., sans la contrepartie. Alors, face à la crise et l'extrême violence de la crise sanitaire, bien sûr, on a avancé, les banques centrales sont venues financer, et voilà. Sauf que sur la durée, ça ne tient pas. Donc, effectivement, je pense que, et il me semble que les enjeux structurels auxquels font face nos économies appelleront des interventions régulières des États dans l'orientation de l'investissement et dans ces efforts structurels qui vont de pair avec plus d'imposition. Alors, quand on regarde après la répartition de la charge d'impôt et les distorsions qui sont nées de la crise additionnelles, qui peuvent être considérables, qui sont considérables. Forcément, on s'est dit, oui, logiquement... Les écarts se sont creusés, il va falloir trouver de la même manière que les effets d'aubaine sur les taux d'épargne, entre le ménage qui dédie l'essentiel de son revenu à son logement et l'alimentation, qui pendant les périodes de confinement a été quand même très réduit et a plutôt vu des coûts de son niveau de vie augmenter, et celui qui consomme le plus de ses revenus dans les services, le tourisme, le loisir, etc., qui a épargné de force et qui en plus a bénéficié souvent d'aides additionnelles,
pas trop en Europe, mais aux États-Unis manifestement. Il y a du point de vue de celui de l'État qui va gérer les deniers publics et qui promet d'en dépenser beaucoup. Il y a forcément des cas de figure qui vont être révisés. C'est logique et c'est naturel et normal. Donc oui, je pense qu'aujourd'hui, au point où on en est, si on veut imaginer des politiques de relance, il faut aller jusqu'au bout et ça veut dire des hausses d'impôts et plutôt donc vers les secteurs qui ont profité de cette crise plutôt que l'inverse. Allez, on en reste là pour l'instant. Dernière partie de l'émission, il nous reste à peine quelques minutes pour aborder un ou deux sujets encore. Allez, avant de se dire au revoir, je voudrais qu'on aborde un dernier sujet. Le quotidien La Croix a publié ce matin son baromètre annuel son baromètre des médias, et notamment sur les questions de crédibilité des médias. C'était pas forcément attendu. La crédibilité des médias est plutôt en hausse. Alors regardez déjà ces réponses de quels événements a-t-on trop ou pas assez parlé dans les médias en 2020. Réponse des Français, trop parlé. Si, malgré tout. L'épidémie de Covid-19, 74%. Regardez les chiffres des Français pensent qu'on en a trop parlé. L'élection présidentielle américaine, la victoire de Biden, oui, encore. 45% trop parlé. 34% le renoncement par Harry et Meghan de leur titres royaux, je n'ai pas l'impression d'en énormément parler. Bref, 3 événements dont on a parlé correctement, événements plutôt tristes, à la fois l'attaque au terrorisme, au couteau à la basilique Notre-Dame de Nice, l'assassinat de Samuel Paty évidemment, et puis les élections municipales en France, et puis sur les questions de crédibilité, en général, à propos des nouvelles que vous lisez dans les journaux, entendez la radio, vous voyez la télévision sur Internet, est-ce que vous dites que les choses se sont passées comme on l'a raconté? Donc là, on est vraiment à la question de crédibilité. La radio, 52% de crédibilité, petite hausse de 2 points. Le journal, 48%, plus petite hausse de 2 points. La télévision, 42%, plus 2 également. Internet, 28%, plus 5 finalement. Je crois que La Croix, le même s'y attendait pas. La crédibilité des médias est en hausse. Jérôme, ça vous surprend? Il y a eu de gros efforts qui ont été faits. Des chiffres qui pourraient être meilleurs. Mais... Il y a eu de gros efforts d'information qui ont été faits. Donc, moi, ce qui m'étonne, c'est pas tellement que ça ait progressé de quelques points, c'est le faible taux de crédibilité général. Je suis désolé, c'est 52% pour la radio qui caracole en tête alors qu'on se retrouve à 42, à 48. Enfin, ça veut dire que un média... Il y a globalement une défiance. Un Français sur 2. Ouais. C'est effarant. Et ça nous ramène à un enjeu clé qui est la capacité des citoyens, et ça commence à l'école, à aller chercher la bonne information, à avoir leur propre jugement critique, qu'ils ne trouvent plus dans les médias actuels. En tout cas, c'est le reproche implicite qui se traduit par malgré cette petite amélioration. Voilà. Et donc, malgré la petite amélioration. Et donc, moi, ça me soucie beaucoup sur la capacité de formation de nos citoyens à discerner, à aller chercher plusieurs sources, à faire ce qu'on apprenait, nous, à l'école et à l'université, c'est-à-dire avoir des sources contradictoires, les croiser, en parler autour de nous. J'avais un prof, j'ai terminé là-dessus sur une boutade, un prof qui disait il faut toujours avoir 2 sources d'information pour croiser. C'est la raison pour laquelle je lis et Le Figaro et l'Équipe. Bon. Mais derrière la boutade, ça nous raconte quelque chose. Et c'est ce que j'essaye de dire à mes enfants. Je leur dis, cherchez et trouvez par vous-même plusieurs sources pour vous faire votre propre jugement. C'est bien. Véronique, à la fois en tant qu'économiste, en tant que Française, citoyenne, est-ce que vous trouvez que les médias sont globalement crédibles? Est-ce que vous trouvez que cette année 2020, enfin l'année dernière 2020, moi, de ce point de vue-là... Dans les médias, effectivement, je ne suis pas ce baromètre. Et la première chose qui m'a sauté aux yeux quand on a reçu les étiquettes ce matin, c'est effectivement le très bas niveau de confiance et de crédibilité. Donc, je suis tout à fait en phase avec ce qui vient d'être dit. Bien évidemment, je crois que les politiques, c'est pire. Il y a globalement un sentiment de défiance vis-à-vis de toutes les autorités, entre guillemets. Oui, certes, mais ça fait partie du risque politique. On attend des médias, notamment des médias nationaux, qu'ils nous apportent une information en laquelle on puisse même pas s'interroger, avoir confiance tout simplement. Et là, manifestement, c'est pas le cas. Mais vous répondriez quoi? Oui, je serais probablement pas très éloignée. Je serais probablement pas très éloignée. Je pense que je mettrais sans doute une note supérieure à la radio. Mais voilà, je suis un peu fan de radio. Vous mettez la radio en tête quand même aussi également. Ça dépend sans doute de la radio, effectivement. Et j'écoute pas toutes les radios. Donc voilà. Mais quand même, je trouve ce retour. Après, sur l'utilisation les thèmes, ce qu'on a trop. Alors je pense que si le niveau monte, c'est précisément parce qu'il y avait des thèmes très importants. Très fort. Et qu'à partir de moments, d'ailleurs, qui ont été globalement bien traités, qu'il s'agisse du Covid ou des attentats, avec des spécialistes. Et voilà.
Par contre, effectivement, je pense qu'on l'a tous vécu, le ras-le-bol d'ouvrir son écran de télé et d'avoir effectivement toujours cette rengaine. Et ça, je pense que les Français, comme dans beaucoup de pays, ont été très fatigués par la manière dont cette information a été menée. Voilà, gageons, espérons que Bismart, qui est une toute jeune chaîne de télévision, participera à faire grimper cet indicateur. Merci à tous les deux d'avoir été à mes côtés ce soir. Merci à vous de nous avoir écoutés. Regardez, très bonne soirée.